Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. Merci de suivre notre émission. Évidemment, c'est la période de coronavirus, donc tout le monde reste chez soi et nous aussi, on en profite pour présenter donc cette émission. Moi, je vous parle à partir de chez nous. Nous avons en deuxième partie de cette émission un invité très intéressant. Il nous parle de l'Italie, de Pavia. Pavia plus précisément au nord de l'Italie. Il est africain. Et en fait, je souligne ici que Pavia, en fait, pas seulement dans cette ville, mais non loin de Pavia, c'est un peu là où justement, comment dirais-je, cette pandémie avait démarré en Italie. Et nous avons avec nous justement un ressortissant, en fait, il est originaire de la République démocratique du Congo, il est italien, il vit en Italie, il a étudié là, marié, des enfants, familia comme on dit, donc quelqu'un qui est très intégré en fait dans la société italienne et il travaille d'ailleurs pour en fait la mairie même de Pavia. Bref, on va laisser se présenter lui-même. Monsieur Paodi, en fait, comment ça va? Bonjour tout d'abord. Très heureux d'être avec vous et merci surtout pour cette occasion que vous me donnez. Ça fait, dites-moi, combien d'années que je n'ai plus, je ne vous ai plus revu, vous, monsieur? Dites-moi un peu là. Ben, ça fait vraiment, vraiment beaucoup d'années, je crois. On doit remonter aux environs des années 70 Oh pour... mon Dieu! Oh mon Dieu! Alors, dites-moi, qui êtes-vous plus précisément pour notre public qui vous suit actuellement? Alors, moi, je m'appelle Ngoy Bakolo Paul, que je porte derrière le nom de mon grand-père. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Dans quelques jours, je fête mes 58 ans. Je suis arrivé en Italie en 1981. Ça fait vraiment très longtemps. Je vis ici depuis tout le temps. Et je travaille à la mairie de la ville de Pavia, où en particulier, je m'occupe du bureau du tourisme. D'ailleurs, pour la mairie, je me suis occupé un peu du bureau de la communication, je me suis occupé du bureau des relations internationales avec nos villes jumelées. Et depuis quelques années, c'est-à-dire une bonne vingtaine d'années, je m'occupe du tourisme de la ville. Donc, Pavia, je suis en plein Lombardie. Dites-moi, vous avez fait les relations internationales comme votre papa, d'ailleurs, je le souligne, votre défunt père, un diplomate congolais qui a fait carrière dans le domaine diplomatique, n'est-ce pas? Vous êtes fils de diplomate. Effectivement, je suis fils de diplomate et mon père qui nous a quittés il y a quelques années a été, disons, conseiller d'ambassade, chargé d'affaires. Enfin, il a fait tout le parcours d'un diplomate et il a été au Maroc dans les années 60, disons, en Ah bon? 69, 70. Ah Et il bon? a fini sa carrière en Roumanie vers la fin des années 80. Alors, on va revenir au sujet qui nous concerne, coronavirus. On a beaucoup entendu parler, on a vu un peu partout dans tous les médias, y compris les réseaux sociaux, cette catastrophe que l'Italie a connue. Certains ont même parlé en fait, de la fin de l'Europe. Je vais vous laisser nous commenter. Compte tenu du fait que l'Italie s'est interrogée, ils n'ont pas reçu surtout l'aide attendue de la part de ses amis de la communauté européenne. On a vu la Chine, on a vu M. Poutine qui aidait l'Italie. On a vu beaucoup en fait, morts. Votre situation à Paodi comme telle, comment ça se passe? Comment vous vivez cette pandémie mondiale? Alors, il faut dire que au début, on n'avait pas exactement l'ampleur de la situation. Donc, moi, je vous parle de Pavia, une ville qui est à 29-30 km de Codogno, là où tout a déclenché, pour vous dire combien on est vraiment près de ce qui se passe en Italie. Alors, après un certain moment, disons après une période d'hésitation, même les autorités ne savaient pas très bien comment s'en sortir, une des premières mesures qui ont été prises a été sûrement la fermeture totale, l'isolement complet de la ville de Codogno. Et ça a permis quand même aux gens de comprendre. Mais malheureusement, dans l'entretemps, il y a eu un match de football à Milan
le stade de Milan, ça s'appelle San Siro. Il y a eu le match Atalanta, qui est une équipe de Bergamo, c'est-à-dire Bergame, et une équipe espagnole. Alors là, on suppose que à cette occasion, l'Italie étant déjà contaminée, les gens qui ont voyagé entre Milan et Bergame dans cette période ont contribué à diffuser encore plus la contamination de la maladie. Effectivement, il y a eu beaucoup de morts et on a commencé même à craindre, parce que même moi qui vous parle, je connais 5 personnes qui ont disparu, malheureusement, à cause de cette maladie. Et en cette première période, en effet, l'Italie avait demandé aux autres pays européens un secours. Malheureusement, en cette période, c'est-à-dire, je vous parle vers le début du mois, fin février, début mars, on n'avait pas vraiment reçu de l'Europe ce qu'on attendait. Et disons, on peut voir même, on peut lire sur les journaux, les aides les plus intéressantes sont arrivées de la Chine, de Cuba, de l'Albanie. Donc, on attendait vraiment quelque chose au niveau de la communauté européenne, mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est seulement après un second temps, quand les gens ont compris qu'effectivement, les morts qu'il y avait en Italie et le nombre de gens contaminés qu'il y avait en Italie, ce n'était pas seulement un phénomène italien. C'est vrai que l'Italie est peut-être un pays où il y a beaucoup de personnes âgées. Peut-être ça aussi, ça a contribué, parce qu'au début, on disait c'est une maladie qui n'attaque que les personnes âgées. Mais quand on a vu qu'il y avait aussi des jeunes, des sportifs, qui ont commencé à perdre leur vie ou à être contaminés, alors on a commencé à prendre sérieusement la question. Il faut dire, quand ça a déclenché en France, en Allemagne, en Espagne, etc., c'est en ce moment peut-être l'Europe s'est rendu compte qu'il fallait faire, comme disait le pape l'autre fois, on est tous dans la même embarcation, donc on doit tous se donner un coup de main, sinon, comme disait d'ailleurs un historien, ou on se sauve ensemble, ou on se noie ensemble. Donc c'est en ce moment que l'Europe a compris qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. Je dois quand même ajouter que le gouvernement italien s'est vraiment activé pour essayer de concentrer et de ne pas faire en sorte que la maladie puisse être, comment dire, sur toute l'étendue du territoire. Alors c'est en ce moment qu'on a décidé, donc je crois le 4 mars, on a décidé, le 4 mars, on a décidé la fermeture d'une partie de la Lombardie, et ensuite, après le 12 ou le 13 mars exactement, on a décidé la fermeture de tout sur toute l'étendue du territoire national. Donc, en ce moment où je vous parle, il n'y a que les pharmacies, il n'y a que les alimentations qui sont ouvertes. Et moi, personnellement, ça fait depuis le 11 mars que je vis chez moi, seul, enfermé. De temps en temps, heureusement qu'il y a la technologie qui nous permet d'être ailleurs en ce moment. Alors, actuellement, vous qui travaillez en fait quelque part dans le domaine touristique aussi, on a vu la ville de Rome comme telle totalement vide, puisqu'on a vu différentes villes italiennes qui vivent beaucoup grâce au tourisme comme tel. Sur le plan économique, est-ce que, en fait, comment décrivez-vous les conséquences justement de cette situation? Alors là, je dois dire que nous sommes vraiment très, très inquiets. Parce que, par exemple, moi, dans la ville où je travaille, dans la ville où je vis, nous vivons surtout du tourisme culturel. C'est-à-dire, on a des monuments qui sont très visités. On a, pour vous en dire, on a l'université la plus ancienne, une des plus anciennes Qui, d'Europe. Après la Sorbonne qui de est, Paris, c'est l'université de Pavie. Je peux vous rassurer qu'en cette période, on est vraiment très inquiet. Et je suis allé même aujourd'hui voir un ami qui a un hôtel, qui est fermé d'ailleurs, parce que tout est fermé, il n'y a personne. Et il m'a dit, si nous ne tombons pas en faillite cette fois, nous ne tomberons plus jamais. Parce qu'on n'arrive plus à payer, on n'arrive plus à prendre en charge nos employés, et surtout, on a toutes les chambres fermées. Donc, je dois dire que pour l'Italie et pour le tourisme en Italie, c'est vraiment un coup dur. Je n'ai encore aucune idée de comment est-ce qu'on va faire pour repartir, parce que là, il faudrait, comme je l'ai dit dans une dernière réunion, il faudrait vraiment que l'Italie mette sur pied un plan Marshall pour essayer de
ressoulever le tourisme. Parce que comme vous l'avez bien dit, l'Italie est vraiment un des pays d'Europe le plus touristique. C'est-à-dire on est entre le premier, le deuxième ou le troisième. Vous savez, avec les chiffres, on est toujours en concurrence avec la France, avec l'Espagne, on est en concurrence même avec la Croatie. Donc, je dois dire que c'est un pays très touristique et ce qui se passe actuellement est un coup dur pour le secteur. Alors, vous faites partie des minorités visibles en Italie. Vous êtes noir, africain, congolais, comme moi-même ici au Canada. Ma toute dernière question ici, vous n'avez pas eu l'occasion certainement de rencontrer vos frères puisque nous sommes tous en confinement, mais vous vous parlez quand même entre vous. Quelle est la situation, je termine disons là-dessus, de cette diaspora africaine chez vous en Italie? Alors, là, je dois dire que les Africains sont en train de vivre cette situation euh, encore plus difficile par rapport, disons, aux Italiens autochtones. Dans ce sens, vous savez, l'Africain est habitué à voir les amis, à sortir, à se balader peut-être dans la ville, etc. Or, il y a beaucoup d'étudiants africains, par exemple ici à Pavie, qui vivent seuls. Et en cette situation, il y en a, j'en ai rencontré justement une de ces étudiantes aujourd'hui qui m'a dit, je préférerais en cette période retourner chez moi. Tu vois? Donc, c'est un peu difficile, mais on essaye, nous les plus anciens, disons, on a un médecin congolais d'ailleurs qui travaille même à Seriate, dans un hôpital à côté de Bergamo. Donc, j'ai un ami à Milan. On essaye un peu de contacter tout le monde, de savoir un peu comment va la communauté, pas seulement congolaise, parce que je dois dire, on n'est pas seulement dans le Congo ou dans la République démocratique du Congo, mais on est vraiment dans toute l'Afrique. Nous, ici, on a beaucoup de Camerounais, on a des Ivoiriens, on a des Somaliens, on a des Sénégalais. Donc, on essaye, dans la limite du possible, de tenir compagnie, d'essayer de savoir un peu comment est-ce qu'ils essayent de passer cette période. Sincèrement, d'après les informations que j'ai pu recueillir, la communauté africaine vit difficilement cette situation. Et parce que, comme vous savez, on ne peut même pas sortir, on ne peut même pas aller chez l'ami à côté parce que vous risquez une amende. D'ailleurs, la nouvelle d'hier, je vous la donne en direct, il y a un groupe de jeunes Italiens pour fêter l'anniversaire d'un de leurs. Ils se sont retrouvés à 6 dans un appartement et ils ont eu à peu près 2500 € d'amende parce que la police est arrivée. Parce que vous savez, quand on fait une fête d'anniversaire, il y a la musique, on parle, alors les voisins ont appelé. Parce que en ce moment, il n'y a plus de rassemblement. C'est-à-dire, on est chacun chez soi. Donc, la communauté africaine est sereine quand même, mais est en train de vivre difficilement cette situation. Et les groupes de prière, puisque les Africains prient énormément, les Congolais prient énormément, est-ce que les groupes de prière respectent-ils justement ce règlement? Ben ici, je dois dire qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire, les groupes de prière, d'abord, je dois dire qu'en Italie, on n'est pas au niveau de la France ou de la Belgique ou même du Canada. C'est-à-dire, les groupes de prière sont très limités. Il y en a vraiment très peu. Mais ces groupes de prière, c'est-à-dire même les pasteurs congolais qui sont ici en Italie, ont été obligés de suivre les recommandations des autorités. C'est-à-dire il n'y a personne, et de ce côté-là, je dois dire que je reconnais aux Italiens, mais aux Africains qui d'habitude sont un peu têtus à suivre un peu les recommandations. Mais en ce cas particulier, tout le monde, peut-être c'est la peur qui fait ça, mais tout le monde essaye de rester chez soi. Et ça, c'est disons, c'est le message qu'on continue à faire passer. C'est-à-dire, on se dit tous, essayons vraiment, je comprends, ça peut impliquer des problèmes même psychologiques, mais on essaye de dire tous, essayons vraiment de rester à la maison. Moi, je vis seul chez moi, mais j'ai mes enfants en contact sur Skype, sur WhatsApp, sur Facebook, je suis en contact avec eux, mais on reste chez soi. Parce que le message qu'on essaie de passer, c'est rester à la maison. On préfère se sacrifier aujourd'hui pour se retrouver demain, non pas dans une urne, parce que vous savez, maintenant, les gens qui meurent ne sont pas enterrés, ils sont carrément incinérés. Donc, on essaye de faire passer ces messages. Ça fait peur, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, si on ne respecte pas les règles, on risque, et on risque pas seulement pour sa propre vie, mais on risque aussi la vie des autres
et on risque la mort. C'est ce que ce virus nous envoie comme message. Alors nous, on essaie de contrecarrer ce message en restant chez soi à la maison. On ne sort que pour faire les courses et ça permet quand même d'essayer de rester à la maison, d'essayer quelques recettes qu'on n'a pas le temps d'ailleurs de faire. Mais ça, c'est une bonne chose au moins. C'est malheureusement tout le temps qui nous a été réservé. Je le précise, vous êtes également, vous avez une formation en sciences politiques, en relations internationales. Vous êtes également journaliste, je le précise aussi, donc vous avez la parole facile. Dernière phrase, dernier mot d'analyse. Comment voyez-vous le futur? Je précise ici le futur de l'Union européenne avec cette chicane, quelque part, cette blessure que les Italiens vont garder envers l'Europe. Et comment voyez-vous, très sincèrement, l'avenir de ce monde avec ce coronavirus? Ben, moi, je crois que l'Europe devrait vraiment, en cette période, les gens sont en train d'analyser un peu là-dessus, l'Europe devait se dire que ou on est ensemble ou on n'est plus ensemble, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. J'ai même entendu un ministre italien faire remarquer aux Allemands de ne pas oublier que pour l'unification de l'Allemagne, c'est toute l'Europe et c'est l'Italie qui a contribué aussi. Et même après la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie a contribué à faire redémarrer l'Allemagne. Donc, on est dans une situation où on peut, comme on se dit souvent, moi j'avais fait pour toi, alors toi tu dois faire maintenant pour moi. Mais cette fois-ci, ce n'est plus seulement pour moi, mais c'est pour toute l'Europe. Si les Européens, c'est-à-dire les bureaux, c'est-à-dire Bruxelles, c'est-à-dire Strasbourg, n'arrivent pas à décider, je crois vraiment que le destin de l'Europe est sur la planche. Mais j'espère, je crois, après tous les efforts qui ont été fournis, l'Europe saura vraiment s'en sortir. Avant de vous laisser, Monsieur Ngoï, une dernière question. Il y a un débat sur les réseaux sociaux comme tel, la vaccination. On aurait trouvé un vaccin et ce sont les Africains qui ont été en fait invités les premiers à tester. En fait, on parle des cobayes comme tels. Et semblerait-il, aux dernières nouvelles, le gouvernement du Congo aurait accepté, mais ce serait chaque personne qui le désire, qui le souhaite, est libre, évidemment, d'aller se faire vacciner avec en retour une somme d'argent de pratiquement 200 $. Quel est votre commentaire, disons, là-dessus? Et c'est ma dernière question. On se laisse là-dessus. Ben, en tout cas, j'ai suivi aussi ce débat du vaccin, mais je crois qu'actuellement, on est encore trop loin. On est encore trop loin de parler de vaccin. Et je crois surtout que les pays africains ne devraient pas monter sur un cheval en disant non au vaccin. Il faudrait d'abord attendre les premiers résultats qui seront d'abord du laboratoire. Ensuite, je sais qu'en France et aux États-Unis, il y a des volontaires qui sont, c'est-à-dire, j'ai bien dit volontaires, qui se sont présentés pour éventuellement être piqués, disons vaccinés. Donc, pour l'instant, tout ce qui se dit sur l'Afrique, c'est bien, comme ça, là, les gens sont attentifs à ce qui va se passer. Mais pour l'instant, même le docteur Mouyembe qui s'était précipité à dire on est candidat, on est prêt, etc., a dû rectifier. Et comme a bien dit quelqu'un, le docteur Mouyembe, ce n'est pas un politique, c'est un technicien, c'est un médecin. Donc, il ne devrait pas s'occuper, disons, de cette communication qui, entre parenthèses, concerne la population. Donc, c'est politique. Attendons voir un peu, mais dès le début, je ne comprends pas, disons, pourquoi est-ce qu'on devrait faire des vaccins en Afrique alors qu'en Europe, aux États-Unis et dans d'autres coins du monde, en Chine en particulier, il y a eu beaucoup de cas. Donc, je crois qu'on devrait commencer d'abord à tester ce vaccin là où il y a eu plus de contamination. Et ensuite, si ça marche, alors on pourrait faire des vaccinations en masse, peut-être en Afrique. Sur les 200 $, en tout cas, vous savez, la misère que vivent nos populations porte un peu à tout. Quand on vous offre 200 $ pour une piqûre, je crois que même si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous offrirez votre pôle ou votre derrière. Ça dépend un peu de chacun. Mais bon, j'espère seulement que d'abord, ce vaccin va se confirmer là où il y a beaucoup plus de contamination avant de les envoyer en Afrique. Parce que vous savez, avec l'Afrique, l'histoire des vaccins, on connaît l'histoire
du sida, etc. Donc, il faut toujours aller vraiment très, très attention. Monsieur Ngoï Paodi, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Au nom de toute l'équipe, je vous transmets encore une fois nos salutations et je vous dis bonjour l'Italie. J'espère qu'on va se revoir éventuellement. Merci à vous pour cette possibilité et sûrement je mettrai dans mon calendrier, dans mon agenda pour l'année prochaine un voyage au Canada où d'ailleurs j'ai de la famille à Montréal et à Toronto. Alors, on aura l'occasion de vous recevoir directement à la télévision, ici même à Montréal. Merci encore une fois. Portez-vous bien et bon confinement. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. But I was still playing. Jab Jab is still going. I still have my other two, like the jazz trio and the steel band trio, but all of that is stopped now. This is my third week off of the day job that I had at a brewery. I was doing 4 days a week. So that's it. I'm at home. I'm taking photos of the birds. Touch of wine, more moonshine. Et voilà, notre émission tire déjà à sa fin. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires. Je vous rappelle encore une fois, pour la publicité,